Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presente. Eh bien maintenant, passons à notre évocation de ce soir. Au fur et à mesure que nous poursuivons notre série d'émissions sur les témoins, nous comprenons mieux ce que l'histoire peut gagner en mettant en avant des personnages importants, certes, mais des personnages qui ont joué des rôles secondaires. En général, ils ont eu la possibilité de rester plus libres devant les grands événements dont ils ont été les témoins, et à travers eux, nous pouvons parfois découvrir des éclairages nouveaux. Par exemple, ces derniers temps, la librairie Plon a publié le journal de l'affaire Dreyfus de Maurice Paléologue. Maurice Paléologue a été le collaborateur d'Anoto, ministre des Affaires étrangères, autour des années 1894, et il est l'important historien que l'on sait. On n'a pas oublié ses entretiens avec l'impératrice Eugénie parmi tant d'autres livres qu'il faudrait citer. Maurice Paléologue était entré au Quai d'Orsay en 1880 comme attaché de cabinet, et il a été nommé ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg en 1914. En 1920, il devenait secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et l'Académie française l'a accueilli en 1928. Il est mort en 1944 en laissant un manuscrit, le journal de l'affaire Dreyfus. Selon sa volonté, ce journal ne pouvait être publié qu'au moins 4 ans après sa mort. Quel témoin Maurice Paléologue a-t-il été ? Nous allons le savoir en le retrouvant par la voix des ondes. Maurice Paléologue, témoin de l'affaire Dreyfus. Maurice Paléologue habite boulevard Malesherbes à Paris. Dans son bureau règne un climat d'étude, des livres partout et le calme. Maître, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous porte vers vous, nous aimerions vous situer avec exactitude aux affaires étrangères. Je travaillais au quai sous la direction de Gabriel Anoto, ministre des Affaires étrangères. Étiez-vous attaché à un département particulier ? On ne peut plus particulier, en effet, puisque j'étais au service de ce que l'on appelait les affaires réservées. Ce n'était ni plus ni moins qu'un bureau de renseignement, une sorte de deuxième bureau attaché au ministre des Affaires étrangères. Et ce bureau ne servait qu'à ce seul ministère ? Non, pas exactement. Bien entendu, nous étions en liaison constante avec la présidence du Conseil et aussi avec le ministère de la Guerre. La collaboration était très étroite entre nos services et les officiers chargés de l'espionnage et du contre-espionnage au ministère des Affaires étrangères. Et c'est de cette manière que vous avez été amené à vous occuper de l'affaire Dreyfus. Oui. Cette affaire devait vite prendre les proportions inimaginables que l'on sait, et c'est pourquoi votre témoignage nous est précieux. En somme, vous avez vécu cette affaire au jour le jour, en contact permanent avec tous les acteurs du drame. J'étais au meilleur poste d'observation qui se puisse souhaiter. Et vous avez pris des notes.
L'historien que je suis ne pouvait pas se priver de cette documentation vivante que j'avais sous les yeux, vous le pensez bien. Aussi ai-je tenu un journal. Eh bien, à travers vous, nous allons essayer de comprendre, de revivre ces grands moments de l'affaire Dreyfus, affaire qui a eu le pouvoir de déchaîner les passions. D'abord, comment avez-vous appris l'existence même de l'affaire? Bien, le directeur des affaires politiques, Nizar, me fait appeler un matin. Quel matin? C'était le 12 octobre 1894 exactement. Nizar me fait donc appeler, d'un air singulier me demande... Êtes-vous allé au service des renseignements ces jours-ci? Non. Vous n'avez eu la visite d'aucun officier? Non. Alors, sous le sceau du secret, il me raconte ce qui suit. Hier, une conférence ministérielle s'est tenue place Beauvau. Y assistaient le président du Conseil, Charles Dupuis, le ministre de la Guerre, le général Mercier, le garde des Sceaux, Guérin, et le ministre des Affaires étrangères, Hanoteau. Le général Mercier, qui avait provoqué cette réunion, a exposé qu'un agent du contre-espionnage a dérobé naguère à l'ambassade d'Allemagne une lettre missive, dont l'auteur anonyme annonce au major Schwarzkoben, attaché militaire, l'envoi de 5 documents plus ou moins secrets. La nature de ces documents révèle d'une façon incontestable que le traître appartient à l'état-major général. D'autres indices, et particulièrement une similitude frappante d'écriture, achèvent de désigner l'auteur de la lettre. Vu la gravité de l'affaire et avant de saisir le Conseil des ministres, le général Mercier a cru devoir prendre l'avis de ses 3 collègues les plus directement intéressés. Il n'a d'ailleurs pas livré le nom de l'officier sur qui se portent les soupçons. Et qu'a-t-on décidé à cette conférence interministérielle? Aucune décision n'a été prise. Seul Hanoteau s'est opposé à toute poursuite judiciaire, jugeant les preuves insuffisantes. Il craignait en outre des complications diplomatiques avec l'Allemagne. Mais par quels moyens le service des renseignements se procure-t-il des papiers à l'ambassade d'Allemagne? Le général Mercier a dit que la lettre missive était arrivée à l'état-major par la voie ordinaire. Pouvez-vous me dire ce qu'est cette voie ordinaire? Hanoteau attache un grand prix à être fixé sur ce point. Bon, c'est bien simple. Le service des renseignements a réussi à soudoyer une domestique de l'ambassade d'Allemagne. C'est une femme d'une 40aine d'années, Marie Bastian. Vulgaire, stupide, complètement illettrée, qui a cependant été assez habile pour capter la confiance de ses maîtres. Alors elle est chargée des gros nettoyages, elle lave les escaliers, les fenêtres, elle allume les feux, elle balaie les bureaux, et elle circule ainsi à toute heure dans toute la maison. Il lui est donc très facile de ramasser les papiers que les secrétaires de l'ambassade ou les attachés militaires jettent tourbus après les avoir déchirés. Ces papiers, la femme Bastian les remet périodiquement à un autre agent du contre-espionnage, Brücker, ou parfois à un officier du service des renseignements. La remise s'opère d'habitude le soir dans une chapelle de Sainte-Clotilde. Mais comment peut-on jeter des papiers de quelque valeur, même déchirés, dans une corbeille? Comment ne les brûle-t-on pas? Mais que faites-vous de la négligence professionnelle? Non, pour en finir avec la voie ordinaire, je n'ai pas besoin de vous dire que je ne connais ni l'agent Brücker ni la femme Bastian. Je sais qu'ils existent et comment ils procèdent, cela me suffit. Et c'est par cet entretien avec le directeur des affaires politiques du Quai d'Orsay que vous apprenez l'existence de l'affaire. Oui. Et j'étais encore bien loin de me douter que cette affaire allait avoir de telles conséquences. Mais à ce moment-là, vous ne connaissez pas encore le nom de l'officier soupçonné de trahison. Non, pas encore. Quand l'apprenez-vous? Quelques jours après la visite de Nizar, le colonel Sander vient me voir et... Qui était Sander? C'était un officier qui appartenait au bureau des renseignements. Donc Sander vient me voir et me confie sous le sceau du secret que l'officier inculpé de trahison est un juif, le capitaine Dreyfus, qui vient de terminer un long stage dans les divers bureaux de l'état-major général. Le capitaine Dreyfus vient d'être incarcéré à la prison du Cherche-Midi. L'enquête qui se poursuit ne laisse aucun doute sur sa culpabilité. Et paléologue, je vous prie de chercher dans nos renseignements secrets des années 1893 et 1894 si on ne trouve pas des faits qui puissent avoir des relations avec cette affaire. Je vous enverrai demain le commandant Henry, qui est, vous le savez, notre spécialiste en contre-espionnage. Il vous aidera. Et trouvez-vous les renseignements que l'on vous demande? Je n'ai trouvé dans nos cartons de renseignements secrets aucune pièce, aucune information qui de près ou de loin ait une connexité quelconque avec les faits de trahison attribués au capitaine Dreyfus. Et le commandant Henry? Il ne trouve rien lui non plus. Mais j'apprends par lui comment la lettre missive est parvenue à l'état-major. Ainsi que je le présumais, cette lettre se trouvait dans un lot de papier dérobé par Marie Bastian, qui, cette fois, a remis son butin directement à Henri. Cette fameuse lettre missive, ce fameux bordereau dérobé à l'ambassade d'Allemagne, il n'est pas inutile que nous en rappelions le texte, puisqu'il est le point de départ de toute l'affaire. Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. Quels sont ces renseignements?
une note sur le frein hydraulique du 120, une note sur les troupes de couverture, une note sur une modification aux formations de l'artillerie, une note relative à Madagascar, un projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne. Dès le 1er novembre 1894, l'affaire Dreyfus entre dans le domaine public. Le Figaro imprime Une affaire de trahison. Des présomptions sérieuses ont motivé l'arrestation provisoire d'un officier français soupçonné d'avoir communiqué à des étrangers quelques documents. et La Libre Parole, le journal de Drummond, imprime à son tour en caractères énormes Haute trahison. Arrestation d'un officier juif, le capitaine Dreyfus. L'affaire Dreyfus est désormais lancée dans le domaine public. Elle ne s'arrêtera pas de sitôt. En vérité, l'affaire s'engage mal. La base d'accusation manque de solidité. L'ambassadeur d'Allemagne, d'ailleurs, proteste d'une manière très nette. Jamais aucun fonctionnaire, aucun officier de mon ambassade n'a eu de rapport quelconque avec le capitaine Dreyfus. Anoto me fait appeler, il a mauvaise mine, l'œil inquiet, le teint bilieux. Vous êtes sûr que la lettre missive reprochée à Dreyfus a été trouvée à l'ambassade d'Allemagne? Oui, car je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole du colonel Sander et du commandant Henry. Alors comment expliquez-vous l'assurance, l'évidente sincérité avec laquelle l'ambassadeur d'Allemagne m'a solennellement affirmé que son attaché militaire n'a jamais eu de relation avec Dreyfus? L'attaché militaire a pu mentir à son ambassadeur, ce ne serait pas la première fois. Non, je ne vois qu'un moyen d'en sortir, poser officiellement la question au ministre de la Guerre. Non, je ne poserai pas cette question. L'affaire Dreyfus n'est pas de ma compétence. Elle ne relève que de la justice militaire. Le général Mercier nous entraîne dans des complications très graves. Abstenez-vous de toute initiative, de toute démarche. Je dirais même de toute interrogation sans que je ne vous y ai autorisé. Je me conformerai scrupuleusement à vos instructions, monsieur le ministre. Croyez-moi, l'affaire Dreyfus n'est pas un simple épisode judiciaire. Elle comptera dans notre vie nationale. Et nous ne sommes qu'au début de la crise. Ainsi, maître, dès sa naissance, l'affaire Dreyfus prend des proportions gigantesques. Le ministre de la Guerre va même, je crois bien, jusqu'à craindre le pire. Il se demande si la guerre entre la France et l'Allemagne ne va pas éclater. Sans doute faites-vous allusion à un texte laissé par le ministre de la Guerre, le général Mercier, qui rapporte que, resté seul avec le président de la République et le président du Conseil, ils attendent de savoir si la guerre ou la paix allait sortir des télégrammes qui s'échangeaient entre l'empereur Guillaume et le comte de Münster. Pendant ce temps-là, des officiers se seraient tenus prêts à lancer l'ordre de mobilisation. La mémoire du général Mercier semble s'être curieusement égarée, rien de tel n'a existé. Et la preuve en est que le généralissime Saussier dînait tranquillement chez lui ce soir-là, sans être averti de quoi que ce soit. Avez-vous eu l'occasion de parler de l'affaire Dreyfus avec Casimir Périer, le président de la République? Oui, très souvent. Un jour, Casimir Périer m'a dit « Savez-vous ce que le généralissime Saussier prétend? Il prétend que Dreyfus n'est pas coupable. Cet imbécile de Mercier s'est mis encore une fois le doigt dans l'œil. » Après le Conseil de guerre qui a déclaré, vous le savez, Dreyfus coupable à l'unanimité, Casimir Périer m'a convoqué. Eh bien, c'est donc fini. Je ne vous cacherai pas que ce verdict unanime me soulage d'une angoisse très pénible. Car enfin, les officiers sont de braves gens, des consciences droites. Ils n'auraient certainement pas condamné un de leurs camarades, même juif, s'il n'avait eu la preuve indubitable de son crime. J'ai la même impression que vous, monsieur le président. L'unanimité du verdict prouve la certitude absolue des juges. Nous n'avons plus qu'à nous incliner devant leur sentence. Ils ont su, évidemment, des choses que j'ignore. Voilà ce que j'ai dit au président. Évidemment, comme disait Nizar, il y avait un mystère, puisque nous étions en présence de deux affirmations inconciliables. D'une part, la pièce accusatrice qui a fait condamner Dreyfus a été trouvée dans les papiers de Schwarzkoppen. De l'autre, jamais Schwarzkoppen n'a eu de rapport avec Dreyfus. Et le 5 janvier 1895, c'est la lamentable cérémonie de la dégradation. Y assistiez-vous? Oui. Je m'étais mis en tenue de lieutenant d'artillerie. La matinée était glaciale.
À l'instant, sous le ciel blafard, une bise âcre et cinglante nous jette au visage de gros flocons de neige. Le décor est sinistre. Devant la grille de la cour, sur la place Fontenoy, une foule énorme. On entend des cris de haine. Mort aux Juifs, à mort le traître. « 9 heures sonne. Le général Darras, à cheval, suivi de son état-major, tire son épée. Puis, dans un silence effrayant, où ces milliers d'hommes semblent retenir leur souffle, Dreyfus apparaît à l'angle droit de la cour, encadré par un brigadier et 4 canonniers, sabre à la main. Il s'avance d'un pas ferme, la tête haute. Il a l'air de commander son escorte. Amené devant le général Darras, il s'arrête, les talons joints dans la position militaire. L'escorte recule de 4 pas. Alors j'entends encore le général s'écrier « Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. » Aussitôt, un adjudant de la garde républicaine, un géant, s'approche du condamné immobile et d'une main rageuse, il arrache les galons du képi et des manches, les pattes d'épaule, tous les insignes du grade qu'il jette dans la boue. Quand Dreyfus n'est plus qu'à l'état de loque, le géant lui arrache encore le sabre, qu'il brise d'un coup sec contre son genou. L'affreux supplice paraît interminable. Et à ce moment-là, Dreyfus crie son innocence. Vous venez de dégrader un innocent sur la tête de ma femme et de mes enfants. Je jure que je suis innocent. Dreyfus, en guenille, aussi grotesque d'aspect que pitoyable, se replace de lui-même entre les canonniers de son escorte. Il parcourt ainsi tout le front des régiments alignés, ce qui est long, car il y a pour le moins 4000 hommes de troupes. Pendant cette marche, véritable calvaire, Dreyfus n'a pas un instant de défaillance ou de révolte. Son pas est aussi ferme et rythmé que celui des artilleurs qui l'encadrent. 2 fois, je l'entends crier « Je suis innocent !» Et en terminant, il passe devant notre groupe. D'une voix sèche, atone, une voix mécanique où nulle émotion ne vibre, il crie encore « Je suis innocent !» J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai cru à la culpabilité de Dreyfus. Son attitude à la parade d'exécution achevait de le condamner, selon moi. Pour s'être prêté aussi docilement, aussi passivement à un pareil supplice, il ne faut avoir aucune sensibilité morale, me disais-je. C'est vrai qu'il a plusieurs fois protesté de son innocence, mais toutes ces protestations sonnaient faux à mes oreilles. On n'y sentait aucune chaleur d'âme, on aurait dit la voix d'un automate. Il est souvent difficile de deviner les sentiments profonds d'un homme. Ce qu'a été en vérité la dégradation pour Dreyfus, nous le savons aujourd'hui, puisqu'il a écrit par la suite ses impressions. Avant la lugubre cérémonie, j'attends 1 heure dans la salle de l'adjudant de garnison, à l'école militaire. Durant ces longues minutes, je tendis toutes les forces de mon être. Je fus conduit entre 4 hommes et un gradé au centre de la place. Le général Darras, commandant la parade d'exécution, fit porter les armes. Je souffrais le martyre. Je me raidissais pour concentrer toutes mes forces. J'évoquais, pour me soutenir, le souvenir de ma femme, de mes enfants. Aussitôt après la lecture du jugement, je m'écriai, m'adressant aux troupes, « Soldats, on dégrade un innocent !» Un adjudant de la garde républicaine s'approcha de moi. Rapidement, il arracha bouton, bande de pantalon, un signe. Puis, il brisa mon sabre. Je vis tomber à mes pieds tous ces lambeaux d'honneur. Alors, dans cette secousse effroyable de tout mon être, mais le corps droit, la tête haute,
Je clamais toujours et encore mon cri à ces soldats, à ce peuple assemblé. « Je suis innocent !» La cérémonie continua. Je dus faire le tour du carré. J'entendis les hurlements d'une foule abusée. Je sentis le frisson qui devait la faire vibrer, puisqu'on lui présentait un homme condamné pour trahison. Et j'essayais de faire passer dans cette foule un autre frisson, celui de mon innocence. Bientôt, Dreyfus est conduit en Guyane, et cependant, l'affaire est loin d'être oubliée. Au contraire, l'agitation des esprits est grande, de plus en plus même. Et il est bien certain que des faits relatifs à cette affaire sont troublants. Les autorités allemandes ne cessent de protester avec la dernière énergie, ce qu'elles se garderaient bien de faire dans un cas dangereux. D'autre part, on ne connaît toujours pas l'existence de preuves décisives contre Dreyfus. Une vague ressemblance d'écriture entre l'écriture du bordereau et celle du capitaine ne peut suffire. Je ne cache d'ailleurs pas ma pensée au commandant Henry. Qu'est-ce qui vous trouble d'autant dans cette affaire? Je viens de relire le dossier et j'en suis arrivé à me demander si les juges de 1894 ne se sont pas trompés. Mais non, rassurez-vous. Dreyfus a été justement condamné. Depuis qu'il pêche le requin dans son île, nous avons trouvé contre lui des preuves les plus accablantes, les plus significatives. J'en ai une armoire pleine. Puis-je savoir lesquelles? Je ne veux citer qu'un document, le plus important. Nous avons une lettre de l'empereur d'Allemagne. Une lettre de l'empereur Guillaume? Et adressée à qui? Au comte de Münster. Et que dit cette lettre? L'empereur y parle de ses relations avec Dreyfus. C'est impossible, un souverain ne correspond pas avec ses ambassadeurs sur les affaires d'espionnage. Vous ne m'arracherez pas un mot de plus. Je devenais de plus en plus sceptique sur la culpabilité de Dreyfus. D'autre part, Scheurer-Kestner, qui était vice-président au Sénat, criait sur les toits qu'il avait la certitude de l'innocence de Dreyfus. C'est le moment où la France se partage en deux, avec violence, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Oui, et du nouveau se produit. Une bombe éclate. Par une lettre adressée au ministre de la Guerre, Mathieu Dreyfus, le frère du condamné, dénonce publiquement le comte Esterhazy, chef de bataillon d'infanterie, comme l'auteur du bordereau. Ce bordereau qui était en somme la seule base d'accusation contre Dreyfus. Exactement. Et Mathieu Dreyfus précise même que l'écriture du commandant Esterhazy est identique à celle du bordereau. C'était vrai. Êtes-vous allé aux audiences du procès Zola? J'y ai fait 3 fois de courtes apparitions pour en avoir au moins l'image dans les yeux. Zola, nerveux, maussade, lâchait des phrases maladroites. Le général Mercier était hautain, flegmatique, sévère, se retranchait dans sa conscience et son infaillibilité. Après 15 audiences où les débats n'ont cessé de croître en violence, le procès de Zola s'est terminé par une condamnation, 1 an de prison et 3000 francs d'amende. Mais que de coups de théâtre dans cette affaire. C'est le colonel Henry qui se suicide. Il avait fabriqué un faux qui accusait Dreyfus. Pour mieux comprendre, il convient de connaître le document forgé par Henry. Il s'agit d'une lettre adressée par un agent italien, Panizzardi, à l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Mon cher ami, j'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on demande à Rome de nouvelles explications, je dirais que jamais j'avais des relations avec ce juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui. Et pour faire ce faux, le colonel Henry avait utilisé un habile faussaire nommé Moïse Lehmann. Lehmann a été retrouvé pendu à la fenêtre de sa chambre 13 jours après le procès Zola qui avait révélé les faux. Il faut dire que le doute quant à la culpabilité de Dreyfus s'installe de plus en plus dans les esprits. On voit même Poincaré prendre la parole au Palais Bourbon. En 1894. Oui, c'est cela, en 1894. Cette fois, c'en est assez. Mon silence à l'heure actuelle serait une lâcheté. S'il est vrai qu'une erreur judiciaire a été commise en 1894, ceux d'entre nous qui étaient alors au gouvernement ont l'impérieux devoir de ne rien faire qui puisse en retarder la réparation. Pourquoi n'avoir pas parlé plus tôt? Vous pensez bien que j'ai prévu votre objection. Si je n'ai pas parlé plus tôt, c'est parce que la juridiction compétente n'était pas encore saisie. Mais aujourd'hui, l'heure est venue où tous ceux qui détiennent une parcelle de la vérité doivent la faire connaître publiquement. Je sais bien qu'en rompant ce silence qui me pesait, je m'expose à des attaques, à des injures. Qu'importe.
Je suis heureux d'avoir enfin libéré ma conscience. Le discours de Poincaré a produit une grosse émotion. Nous allions incontestablement vers la révision de l'affaire Dreyfus et j'en étais heureux. Et en effet, bientôt la révision est décidée. Et cette fois, vous êtes appelé à jouer un rôle direct et actif dans cette affaire. Oui, mais auparavant, laissez-moi vous dire que les milieux officiels n'étaient pas sans s'effrayer de cette perspective, ce qui est assez naturel. Le 29 décembre 1898, mon ministre, le ministre des Affaires étrangères, était alors Delcassé, me fait appeler en me priant d'apporter le dossier diplomatique de l'affaire Dreyfus. Je le trouve avec le président du Conseil, Charles Dupuy. À peine ai-je exhibé quelques pièces de mon dossier que Charles Dupuy m'interrompt, le visage ébahi, comme si je lui découvrais un horizon qu'il ne soupçonnait pas, comme s'il apercevait soudain tout l'échiquier d'une manœuvre politique. C'est d'une importance capitale ce que vous me montrez là. C'est le fond même de l'affaire. La Cour de cassation doit prendre connaissance de ce dossier. Vous irez le lui communiquer, n'est-ce pas, Delcassé? Oui, enfin, il faut voir. Qu'en pensez-vous, paléologue? Je ne crois pas que nous puissions nous dérober à cette communication. Tôt ou tard, elle nous sera demandée. Ce dossier, c'est le salut de Dreyfus, n'en doutez pas. Mais quand nous aurons sauvé Dreyfus, comment sauverons-nous l'armée? Il faudrait que les généraux reconnussent eux-mêmes leur erreur. L'armée ne se ralliera qu'autour d'eux. Les convertir? Non, monsieur le président, n'y comptez pas. Oui, je pense que nous nous comprenons bien. Désormais, l'affaire Dreyfus ne doit plus sortir du terrain judiciaire. En tout cas, je ne veux pas qu'elle gêne mon action politique. Je ne suis pas venu au Quai d'Orsay pour rester inactif. J'ai une lourde tâche à remplir et j'entends la mener à bien. En vérité, nous arrivons à un point où l'on ne se demandait plus si Dreyfus était innocent ou coupable, mais on se demandait qu'il emporterait des amis de l'armée ou de ses détracteurs. Oui, exactement. Cependant, vous avez vu les choses d'assez près pour formuler une opinion ou une hypothèse. Que pensiez-vous au moment où allait s'ouvrir le procès de révision? Eh bien, je formulais une hypothèse constructive par laquelle je m'explique la genèse et le dessous de l'affaire Dreyfus. L'acte de trahison qui a motivé en 1894 la condamnation de Dreyfus se rattache à une série de faits semblables qui ont commencé à se produire en 1886 et qui se sont poursuivis jusqu'en 1896. Et ces faits sont imputables à qui, selon vous? À 3 personnes. 3 personnes qui ont opéré tantôt de concert, tantôt isolément, et dans ce dernier cas, à l'insu les unes des autres. Et parmi ces 3 personnes, vous ne voyez pas apparaître Dreyfus? Absolument pas. Pouvez-vous citer les noms? Il y avait d'abord Maurice Veil. Le lieutenant Veil était affecté au service d'état-major du général Saussier, gouverneur militaire de Paris. Oui, jusqu'en 1893. La seconde personne est le commandant Esterhazy, qui est l'auteur du fameux bordereau qui a fait condamner Dreyfus. Et la troisième personne? Eh bien, c'est quelqu'un que personne ne soupçonnait à l'époque, un officier d'un très haut grade qui, après avoir occupé durant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerçait encore pendant le procès de révision de Dreyfus un commandement de troupes. C'est là votre opinion. Et selon vous, ces 3 personnes travaillaient pour le compte des états-majors allemands, autrichiens et italiens. Oui. Et comment expliquer l'attitude du lieutenant-colonel Henry? Henry avait intérêt à couvrir Esterhazy, dont il était l'ami et le débiteur. Nul doute qu'il aurait détruit le bordereau s'il l'avait pu, mais une enquête est ordonnée. Au cours de ses recherches, voici que l'on remarque une certaine ressemblance entre le graphisme du bordereau et l'écriture de Dreyfus, qui, par surcroît de malchance, est un juif. Dès lors, dans toute la conduite de l'instruction judiciaire, les manigances frauduleuses d'Henry et de son complice Slaughter ne s'arrêteront plus. Enfin, le procès de révision de Dreyfus devient impossible à éviter, vous y assistez et même vous y participez puisque vous êtes cité comme témoin. Oui, l'ouverture des débats qui ont lieu à Rennes est fixée au 7 août. C'est un gigantesque procès puisqu'une vingtaine d'audiences sont prévues. Votre position, je pense, devait être difficile car vous étiez certainement astreint au secret professionnel au poste que vous occupiez. Le ministre des Affaires étrangères, Delcassé, m'avait relevé du secret professionnel. Ce qui vous laissait libre de parler. Oui, mais dans une certaine mesure, bien entendu. Le poste que j'occupais m'obligeait à faire attention aux incidences diplomatiques que pouvaient avoir mes propos. Vous avez, je suppose, emporté avec vous le dossier Dreyfus du Quai d'Orsay.
J'étais arrivé à Rennes à 4 heures le dimanche 6 août 1899. 2 agents de la sûreté m'escortaient depuis Paris pour la protection des valises qui renfermaient les dossiers secrets. De la gare, nous allâmes directement au greffe du Conseil de guerre pour déposer les dossiers. Les audiences ne se tenaient pas au palais de justice, n'est-ce pas, mais dans la salle des fêtes du lycée. Oui, parce que le lycée est tout proche de la prison militaire. Le transfert quotidien de Dreyfus s'en trouvait facilité. Le climat dans la ville était extrêmement tendu et même, je peux dire, que l'on redoutait des troubles. Et la première audience commence le lendemain? Oui, et très tôt. À 6h50 du matin, je pénètre avec le général Chamoin dans la salle du Conseil de guerre. 2 fauteuils nous sont réservés en arrière des sièges que vont occuper les juges. Le commissaire du gouvernement, le commandant Carrière, qui arrive en même temps que nous, prend place à la droite du prétoire. En face, les avocats, maître Demange et maître Laborie, déploient leurs pesants dossiers sur une longue table. Devant eux, contre la table, 2 chaises vides, l'une pour l'accusé, l'autre pour le capitaine de gendarmerie affecté à sa garde. Il va sans dire que la salle est comble. Archi-comble, 1 millier de personnes au moins. Pas un regard qui ne soit dirigé vers une petite porte basse à gauche de l'estrade où 2 gendarmes sont en faction et par où l'on devine qu'il entrera. Dans les rangs serrés des témoins, j'aperçois un ancien président de la République, 5 anciens ministres de la guerre et d'innombrables personnalités. Parmi eux, que de ruines, que d'épaves. Tous ceux que l'affaire Dreyfus a tués moralement sont là. Esterhazy n'est pas là, lui. Non, non. Il manque aussi le lieutenant-colonel Henry qui s'est réfugié dans la mort. 7 heures sonne, un bref commandement, tout le monde se lève, la garde présente les armes. En grande tenue, les 7 juges font leur entrée. Le président, le colonel Sceaux, ouvre la séance. Puis, d'un ton sec, il ordonne qu'on introduise l'accusé. Dans un silence où il semble que les respirations même soient suspendues, la petite porte s'ouvre. Dreyfus s'avance d'un pas raide, il gravit l'estrade, exécute mécaniquement le salut militaire et s'assoit très pâle, la tête haute, le masque figé. Une stupeur étrange se manifeste aussitôt dans tous les regards comme si l'on avait peine à croire que réellement c'est lui. En effet, c'est lui. En effet, de loin là-bas, dans le mystère de son île infernale, cet homme, sur qui depuis 5 ans se sont accumulés tant de haine et de commisération, apparaissait comme un symbole, une abstraction. Sous quel aspect se présente-t-il? Quelle usure, quel décharnement, quelle pauvre loque humaine. Les bras sont comme atrophiés, les genoux sont d'une telle maigreur qu'ils semblent percer le drap du pantalon. Sur son crâne chauve, à peine peut-on voir quelques cheveux blancs, seuls les yeux, braqués derrière le lorgnon, animent un peu le visage cadavérique. On interroge Dreyfus, je l'entends dire « Je n'ai jamais fait d'aveu. J'ai toujours affirmé que je suis innocent. J'ai toujours défendu mon honneur. Sur la tête de ma femme et de mes enfants, je jure que je suis innocent. » Et il retombe sur sa chaise comme un automate, la bouche horriblement crispée. D'une façon générale, Dreyfus semble-t-il s'intéresser à son procès ou se montre-t-il indifférent? Dreyfus parle le moins possible au cours des audiences. On examine sans cesse et avec fièvre des documents et Dreyfus semble dire « En quoi cela m'intéresse-t-il » Et de fait, dans ces liasses de documents dont le mystère a troublé tant d'esprits, il n'y a pas 20 lignes qui s'appliquent réellement à Dreyfus. Je crois savoir que vous avez joué un certain rôle dans les coulisses du procès. Un de ces premiers jours d'audience, le lieutenant-colonel Brognard, vice-président du Conseil de guerre, est venu me voir. Je voudrais vous parler en tête-à-tête. Je veux faire appel à votre conscience. Je viens vous prier de me parler en toute franchise, comme peuvent et doivent se parler des hommes d'honneur. Pendant les huis clos d'hier et de ce matin, vous nous avez montré des pièces bien intéressantes. Vous nous les avez clairement expliquées. Mais pas une fois, vous nous avez laissé voir les conclusions personnelles que vous en tiriez à la charge ou à la défense de Dreyfus. Cela nous a beaucoup frappés, mes camarades et moi. Mon rôle officiel m'interdit certaines interprétations, c'est tout naturel. C'est pourquoi je m'adresse uniquement à votre conscience d'homme privé. Alors c'est uniquement l'homme privé qui va vous répondre? Si je me bornais à vous dire qu'après avoir cru fermement à la culpabilité de Dreyfus, je crois maintenant à son innocence,
vous ne tireriez pas grand profit de notre conversation. Il me semble que je peux vous être bien plus utile en vous indiquant les points sur lesquels vous devriez diriger principalement vos efforts dans les débats qui vont s'ouvrir, car ces points illuminent, selon moi, toute l'affaire Dreyfus. Le premier point à élucider, c'est l'arrivée du bordereau. Dans quelles conditions a-t-il été dérobé à l'ambassade d'Allemagne? Je vous affirme que l'attaché militaire allemand ne l'a jamais reçu. Tirez au clair l'absurde roman de la lettre impériale. Obligez ceux qui ont créé cette légende à s'en expliquer devant vous. Obtenez de Madame Veuve Henri qu'elle vous dise à quelle personne, au pluriel, son mari faisait allusion en lui écrivant dans sa dernière lettre « Tu sais dans l'intérêt de qui j'ai agi ». Enfin, par tous les moyens judiciaires et coercitifs qui sont en votre pouvoir, organisez une confrontation d'Esterhazy et de Maurice Veil. Veil? Qu'est-ce que c'est que Veil? Il n'avait jamais entendu parler de Veil. Je lui raconte l'invraisemblable histoire de cet homme étrange. A-t-on posé à Madame Veuve Henri la question que vous avez suggérée? Oui. Et qu'a-t-elle répondu? Elle a fermé un instant les yeux, puis d'une voix trébuchante comme une petite fille qui récite son catéchisme, elle a dit « C'est dans l'intérêt de l'armée. De l'armée. Que mon cher mari a commis sa faute. C'est l'intérêt de l'armée qui a toujours guidé sa conduite. » Et le réquisitoire du commandant Carrière apporte-t-il des éléments d'information nouveaux? Non, absolument pas. Il reste sur ses positions, un point c'est tout. Vous avez recueilli de nombreux témoignages. Je vous demande de les grouper par la pensée en deux faisceaux. L'un qui tente à l'acquittement de l'accusé, l'autre qui vous réclame sa condamnation. Dans une affaire comme celle-ci, la preuve ne réside pas sur tel ou tel point, elle est partout. Elle se dégage de l'ensemble. Quant à moi, toujours ferme dans ma conviction première, je vous requiers d'appliquer l'article 76 du Code pénal. Maître Demange, qui semble à bout de force, déclare d'une voix éteinte. Et moi, voici mon dernier mot. Des hommes d'une droiture telle que la vôtre n'élèveront jamais à la hauteur d'une preuve les vagues possibilités qu'on est venu apporter ici. Capitaine Dreyfus, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Je suis innocent. L'honneur du nom que portent mes enfants, votre loyauté, votre justice. Et il retombe sur sa chaise. La sueur lui coule du front. À 3h15, l'audience est suspendue. Les juges se retirent dans la salle du conseil. À 4h45, une sonnette carillonne. Dreyfus est condamné une nouvelle fois. Au nom du peuple français, le Conseil de guerre, à la majorité de 5 voix contre 2, déclare « Oui, l'accusé est coupable. Il y a des circonstances atténuantes. » Ensuite de quoi le Conseil condamne Alfred Dreyfus à 10 ans de détention. Loin de manifester, le public est comme frappé de stupeur. Il s'écoule vers la rue sans un cri. Et il fallut attendre encore 7 ans pour arriver à la réhabilitation de Dreyfus. Ce vieux mélodrame finit par se démoder. Tout le monde en avait les oreilles rebattues, personne ne s'y intéressait plus. Et le 12 juillet 1906, la Cour suprême rendait son verdict. La Cour annule le jugement du Conseil de guerre de Rennes, qui a condamné Dreyfus à 10 ans de détention. Dit que c'est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée.
La Tribune de l'Histoire vous a présenté Maurice Paléologue, témoin de l'affaire Dreyfus, une évocation de Colin Simard, mise en onde par Alain Barou, avec François Chaumette dans le rôle de Maurice Paléologue, Pierre Delbon dans celui de Dreyfus, et Roland Ménard, Marcel Lestan, Alain Roland et les auteurs de l'émission, André Castelot, Alain Decaux et Colin Simard. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.